C'est bon, vous pouvez C'est commencer. bon. Eh bien, bonjour à Oui, au tous. revoir. Bonjour à tous et bienvenue donc à notre masterclass sur la gestion du budget en couple. Donc, le but aujourd'hui, ça va être d'échanger ensemble, de répondre au mieux à vos questions. Et puis, je l'espère que vous arriviez à trouver les réponses nécessaires. Alors, je vais vous faire une petite présentation en même temps. Je vais vous partager mon écran. Alors, j'espère que c'est bon, que vous voyez bien mon écran. Ouais, pour moi, c'est bon. Super. Donc, le sujet du jour, gérer le budget familial quand on est en couple. Alors, moi, je me présente. Je suis Séverine, donc ça fait 1 an et demi maintenant que je suis coach budgétaire. Mon objectif, eh bien, c'est d'accompagner toutes les personnes qui en ont besoin sur la gestion de leur budget. La gestion du budget, c'est quoi? C'est la préparation, c'est son suivi, c'est son adaptation au fur et à mesure des aléas et des imprévus, dans un but, eh bien, de pouvoir dégager de l'épargne et réaliser vos projets. Hein, c'est un résumé, en fait, de l'accompagnement du coach budgétaire. Moi, aujourd'hui, mon plaisir dans ce métier, c'est de voir le résultat et de voir que mes clients arrivent à dégager de l'épargne et à réaliser leurs projets, alors que quand ils sont arrivés, ils étaient en difficulté. Alors aujourd'hui, on ne pourra pas aborder tous les sujets, mais on va aborder le sujet qui revient régulièrement dans nos coachings, c'est comment est-ce qu'on gère quand on est en couple. Il y a plein de solutions. Il y a des couples où c'est source de conflits, on fait des calculs, on fait des virements, moi j'ai payé ça, toi tu dois payer ça, et c'est une charge mentale. Et aujourd'hui, il faut l'avouer, on a tous déjà une charge mentale qui est assez importante au vu de notre façon de fonctionner. Donc, on va faire un petit sondage. Alors, on n'est pas nombreux, mais je vais vous demander à chacun juste de donner votre prénom et de me dire comment vous fonctionnez dans votre couple. Alors, moi, par exemple, voilà, je fonctionne, j'ai mon compte personnel, mon conjoint a son compte personnel et nous avons un conjoint. Donc, eh bien, Audrey, par exemple, comment fonctionnez-vous? Écoute, moi je fonctionne pareil, hein. Chacun a son compte perso et un conjoint où effectivement on met une partie de notre salaire pour justement pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer conjointement et épargner également Ok. pour tous nos projets. Ok, ça fonctionne bien? Oui, c'est moi qui gère, donc ça fonctionne bien. Alors, bravo Audrey. Alors, on a Lorraine. Oui, Lorraine, son micro ne fonctionne pas. Donc, elle a envoyé un petit message. Il est où son message? Donc, chacun son compte, plus un conjoint aussi et un autre conjoint. Oui, famille recomposée, donc avec un autre conjoint pour les enfants avec l'ancien conjoint. D'accord, donc Lorraine. Ok. Valentin, comment fonctionnez-vous? C'est de la même façon. On a un compte perso chacun, un compte joint pour les factures globales. Et voilà, chacun gère son épargne de son côté parce qu'on a des activités bien différentes l'un et l'autre. Ok, super. On abordera aussi un petit peu, oui, le sujet de l'épargne. Et il nous reste Cédric. Alors moi, personnellement, c'est un compte, on a un compte individuel chacun et c'est un des deux qui avance les frais communs et l'autre qui participe à hauteur des charges communes. Voilà. Ok. Alors, Mais il n'y a pas de conjoint. donc, il n'y a pas de conjoint. Donc, ça nous fait que nous avons donc chacun son compte, une personne et conjoint plus le compte, les comptes individuels, eh bien, ça fait qu'on a 4 personnes sur la partie conjoint plus compte individuel et une seule personne avec chacun son compte.
Peut-être qu'on a déjà là une partie de notre réponse par rapport à ça. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à regarder, parce que là, oui, on fonctionne quasiment tous. Comment? C'est Christelle. Bonjour Christelle. Ah, bonjour Christelle. Cette fois-ci nous entend. Alors, je ne la vois pas si. Bonjour Christelle et bienvenue à la masterclass. Ah, son micro coupé, voilà. Vous pouvez lui poser la question sur son... Oui. Alors Christelle, bienvenue et j'avais une petite question. Je viens de faire un petit sondage. Je voulais savoir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez chacun votre compte, un compte joint plus chacun son compte ou seulement un compte joint? Est-ce que vous m'entendez, Christelle? Par contre, vous, votre micro est coupé, donc je ne vous entends pas. Alors bonjour, moi je suis donc j'ai un compte joint et je suis dans le deuxième cas et un compte personnel. Bon, eh bien, vous venez de nous rejoindre, voilà, donc je venais d'interroger tout le monde. Donc, nous sommes 5 à fonctionner de la même façon et une personne qui fonctionne avec chacun son compte. Voilà où on en était, c'était juste le préambule, en fait, de la masterclass, donc vous n'avez pas raté grand-chose. Alors, on va revenir sur la présentation. Donc, le sondage. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez sur le compte joint? En fait, oui. Ah non, je croyais que quelqu'un m'avait parlé. Alors, les charges qui sont à partager. Bien entendu, j'ai mis un petit 1, c'est aussi à la sensibilité de chacun, mais ce qui doit rentrer en compte dans les charges communes, ce sont toutes les charges fixes contraintes qui sont liées à la vie de couple. Quand on dit contraint, c'est le loyer, le crédit, Internet, l'eau, l'électricité, les enfants en commun et leurs charges, hein, donc la cantine, les frais scolaires, les frais de transport des enfants. Et également toutes les charges variables du couple, comme l'alimentation, les frais vétérinaires pour l'animal, tout ce qui va concerner en fait le fonctionnement au quotidien du couple. Mais qu'est-ce qui ne rentre pas dans les charges à partager? Par exemple, les loisirs individuels, le téléphone personnel, certains vont prendre des abonnements en plus, ou voilà. Les vêtements, on peut avoir des fanats de vêtements qui en achètent toutes les semaines et le conjoint n'est pas forcément en phase avec cette partie-là. Le tabac, le carburant, le coiffeur et aussi le cadeau pour le conjoint. Hein, pourquoi c'est important aussi de garder chacun son compte personnel? C'est peut-être qu'il y a des dépenses qui ont besoin de garder une certaine discrétion. Donc voilà pour les charges, comment en fait diviser les charges qu'on peut mettre sur le compte joint ou sur le compte individuel. Alors j'ai entendu un petit clic d'une question. Hop, je revienne sur mon écran. Est-ce que quelqu'un a posé une question? Ah non, on a quelqu'un d'autre qui arrive. Oui, Laetitia. Oui, Laetitia, oui. Bonjour Laetitia. Et bienvenue à la masterclass. Alors, on était en train de voir les charges qui rentrent dans les charges communes et celles qui peuvent rester à titre individuel. Rassurez-vous, hein, cette vidéo vous sera partagée après si toutefois je vais trop vite sur certains écrans. Alors, pour être un petit peu plus précis, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple simple et basique au début. On a un couple avec un enfant qui est propriétaire. Et par chance, ils gagnent tous les deux quasiment pareil. Madame gagne 2 000 €, monsieur 1 900 €. Donc, ils ont décidé de faire un compte joint pour toutes les charges communes et chacun son compte personnel. Au vu des charges communes, ils doivent verser chacun 1 200 €. Donc, on voit ici, dans les revenus courants, sur le compte joint, 1 200 x 2, nous avons 2 400 €. Ils ont le crédit immobilier, ils ont les charges fixes contraintes que je vais vous montrer,
les charges fixes accessoires et les charges variables. En détail, chacun apporte sa contribution commune de manière égale. Chacun donc participe au crédit, participe à l'électricité, à l'assurance maison, à l'eau, à la taxe foncière, puisque le but c'est aussi d'intégrer tout ce qui concerne le logement. Le téléphone fixe, également les frais de scolarité, les frais de cantine, l'assurance des voitures, et la partie charges variables contraintes, donc l'alimentation. Cette famille s'accorde un budget de 650 € par mois pour l'alimentation qui est prise sur le compte joint. En bas, on voit bien que leur charge sur le compte joint, c'est 2 393 €. Donc, ça veut dire que ce compte, ils l'alimentent une seule fois dans le mois et ils savent que tous leurs frais fixes contraints vont être déduits et qu'ils peuvent faire les courses avec. Ça enlève une grosse partie de charge mentale, puisqu'on n'a pas à se dire, eh bien, qui a payé le crédit, parce que moi j'ai payé le téléphone, l'électricité c'est moi qui l'ai pris, etc., etc. Comment ça se passe sur leur compte à eux, une fois tout ça? Madame, donc elle a un salaire de 200 €. On lui enlève sa contribution commune, 1 200 €. On va dire que son portable personnel, c'est 42, sa mutuelle, c'est 58, même si des fois, c'est dans les entreprises. Elle paye sa carte bancaire, elle est abonnée à un magazine, elle a son coiffeur et madame, elle fume. Donc, monsieur, effectivement, ne va pas payer son tabac. Alors, cet exemple, je ne vous cache pas que je l'ai pris sur mon exemple personnel. Je vis en couple avec un enfant et effectivement, je suis fumeuse. Il est hors de question que mon conjoint, aujourd'hui, paye mon tabac. De ce fait, à la fin de chaque mois, il me reste 470 € de marge de liberté budgétaire pour les loisirs, les bars, les restaurants et pour mettre de l'épargne de côté. Quant à monsieur, il verse la même somme, il a un portable, une mutuelle, une carte. Lui, il a un abonnement au sport, c'est un gros sportif, donc il paye 90 € de sport par mois. Il a son coiffeur et alors là, monsieur, il craque sur les vêtements. Donc, lui, c'est 220 € d'habillement par mois et il lui reste 260 € de marge de liberté budgétaire pour ses loisirs et son épargne. Est-ce que là, ça vous parle? Quand je vous donne cet exemple, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à cet exemple? Ou des remarques, ou un constat à faire sur leur propre façon de fonctionner? N'hésitez pas à prendre la parole. Non? Pas de questions? Alors, on va avancer. On vous en aurait peut-être… Ah, pas de questions, ok. On va avancer, vous en aurez peut-être par la suite. Alors, hop, je repartage. On était plus loin que ça. Alors, attention, si vos revenus diffèrent, parce que là, effectivement, on a pris le cas le plus simple. L'objectif, c'est quand même d'envisager de répartir les contributions aux dépenses communes au prorata des revenus de chacun pour garantir une équité financière et aussi une sérénité au sein du couple. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui, une fois avoir mis les charges communes sur le compte joint, n'a plus du tout d'argent pour pouvoir faire ses propres dépenses et épargner, et que l'autre a tous les fonds restants, on n'est plus dans l'équité. Alors, on va prendre un autre exemple. On a un couple, toujours, avec un enfant. Madame gagne 1 700 € et monsieur gagne 2 500 €. Donc là, aujourd'hui, dans les couples, on a beaucoup de freelance, on a beaucoup avec des revenus qui peuvent être aussi instables. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, il faut faire une moyenne. Donc là, dans ces cas-là, on va faire une proportion. Et donc, on reste sur les mêmes charges que tout à l'heure, les mêmes dépenses personnelles. Et du coup, madame va verser 900 € au lieu de 1 200 sur le compte joint. Et monsieur va verser 1 500 € au lieu de 1 200 sur le compte joint. À la fin du mois, madame aura 470 € de marge de liberté budgétaire et monsieur aura davantage, malgré ses dépenses, mais il a aussi participé davantage sur la partie du compte joint.
Alors, vous avez posé des questions lorsque vous avez rempli le questionnaire. Donc, Valentin, il est présent. Valentin, vous nous demandiez quels étaient les avantages d'avoir un compte commun. Donc, moi, j'ai mis la sérénité, l'équité, la baisse de la charge mentale. Est-ce que ça vous convient, Valentin? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est assez clair. C'est parce que parfois, on entend que dans certains couples, il y a pas de compte commun. Donc, voilà, c'était juste pour mettre ça en évidence. Et le fonctionnement du compte commun n'est pas toujours. Enfin, quand on a, par exemple, quand on a acheté de l'immobilier en personnel, ben, c'est pas foncièrement sur le compte commun. Donc, du coup, ça peut être un peu plus complexe. Alors, effectivement, quand on a acheté, par exemple, un bien immobilier avant de se mettre en couple, vous êtes peut-être en possession d'un autre compte. Et moi, à titre personnel, je vous invite à gérer vos investissements locatifs en dehors de votre compte commun, puisque vous allez avoir des charges de taxes également sur l'investissement qui ne doivent pas rentrer en compte dans vos dépenses de tous les jours, mais qui doivent être financées par les revenus locatifs. Donc, pour moi, c'est à gérer sur un autre compte. Ok, d'accord. Ça répond à votre question Ouais, ouais. ou c'est votre résidence principale que vous avez achetée avant d'être en couple? Non, c'est un local autre. Et Ouais. après d'être en couple. Ouais. Mais c'est vous qui l'avez financé seul? Ouais, à 100%. Ouais. Ouais. Donc pour moi, ça doit être géré à côté, puisque vous allez avoir des revenus qui ne sont pas vos salaires, mais qui sont des revenus de l'investissement, en fait, une rente, et donc qui doit financer ces charges-là. D'accord. Alors ensuite, comme question, j'avais... elles sont mes petites questions, là. Alors, j'avais Lorraine, Germaine aussi qui n'est pas présente, mais effectivement, le cas des familles recomposées. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question. Dans le cas d'une famille recomposée, il va falloir prendre forcément la sensibilité de chacun. Pourquoi? Parce qu'il y a des couples où, même si c'est famille recomposée, ils vont décider de tout mettre en commun. Il y a des familles recomposées où les enfants ne vont venir, par exemple, qu'une semaine sur 2. Et donc, il va y avoir aussi un versement de pension. Donc, soit vous décidez que les enfants de madame ou de monsieur intègrent les charges communes, c'est-à-dire l'alimentaire, le portable, etc. Et dans ce cas, si ce sont les enfants de madame, pourquoi madame ne pourrait pas participer un petit peu plus au montant à verser sur le conjoint, de façon à équilibrer cette partie-là? Ou alors, celui qui est le parent des enfants décide de tout garder sur son compte personnel concernant les enfants liés à l'ancien couple. C'est pas évident parce que est-ce que vous avez les enfants 24 heures sur 24? Est-ce que vous les avez 15 jours, tous les 15 jours? Est-ce que vous percevez une pension? Il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Mais dans le meilleur des cas, c'est quand même, si on veut garder toujours cet esprit de charge mentale et de sérénité, c'est de se poser et de se dire, voilà, aujourd'hui, les enfants, on les a tous les 15 jours ou une semaine sur 2. Sur l'alimentaire, ça a un impact de 100 €, allez, on va dire, plus l'eau, électricité, bref, le gasoil pour aller les chercher. Eh bien, je vais mettre 100 € de plus que mon conjoint sur le compte commun pour pallier à cet écart. C'est un exemple. C'est le plus simple et il faut se poser pour pouvoir le déterminer ensemble. Est-ce que là, ça répond à votre question, Lorraine? On a un fonctionnement hybride. Une partie alimentation sur le conjoint du couple et, alors je ne vois pas la suite. Attendez, il est où le message?
une partie sur le conjoint du couple et une autre partie école, activité extrascolaire, centre aéré sur le conjoint avec papa. Alors effectivement, vous pouvez aussi avoir un conjoint à condition, hein, Lorraine, de très bien s'entendre. Je fais juste une parenthèse et un petit bémol. Lorsque vous avez un conjoint avec quelqu'un, vous êtes redevable si un jour il y a un souci des dettes de cette personne. Donc attention aux conjoints avec des anciens conjoints. Ça peut être très dangereux. Si ça se passe bien, c'est nickel, et c'est très bien de fonctionner comme ça, c'est plus simple. Mais attention à cette partie-là. Hein, oui, moi je l'ai appris aussi il y a quelques années par hasard, j'avais oublié de clôturer un conjoint. Et voilà, nous, il n'y avait pas d'enfant, mais effectivement, on est redevable des dettes de la personne avec qui on a un conjoint. Donc, attention sur ce fonctionnement-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie famille recomposée? Oui, Christelle? Juste une question, parce qu'on parle de la désolidarisation aussi du conjoint. Oui. C'est important, justement, quand il y a une séparation, de faire ça avant clôture, comme ça, au moins, c'est réglé. Je dis ça parce que j'ai eu le cas, donc je me suis désolidarisée du conjoint pour me préserver des dettes, voilà. Exactement, c'est pour ça que je disais à Lorraine, voilà, si ça fonctionne bien comme ça, tant mieux, mais attention, on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver dans la vie. Après, de toute façon, l'idée, c'est quand même clôturer le conjoint quand il n'y a plus d'utilité, quoi. Ben oui, mais quand il y a un enfant en commun, moi j'ai des amis qui fonctionnent comme ça, et c'est vrai qu'ils ont gardé un conjoint pour pouvoir mettre un peu le principe là pour les charges communes de la maison, mais ils se gardent le conjoint pour les charges communes de l'enfant qu'ils ont ensemble. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, dans ma question, justement, on parle de confiance. Justement, ça veut dire que même des conjoints séparés se font encore confiance aujourd'hui pour le faire. Oui, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Donc, voilà. Mais il faut juste garder, voilà. Voilà. Et Lorraine précise bien qu'effectivement, c'est son cas. Et vous n'êtes pas la seule, hein, Lorraine. Hein. Beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. C'est plus simple pour les enfants. Mais voilà, je voulais juste vous alerter sur possible risque sur ce fonctionnement. Ensuite, on avait Sophie qui nous demandait comment faire pour l'épargne. Très bonne question. Parce que là, on parle de conjoints. Mais pour l'épargne, ça n'existe pas, les conjoints. Il y a, je crois, quelques assurances-vie, mais ce n'est pas de l'épargne de précaution ni de l'épargne pour les projets à court terme. Donc, effectivement, pour l'épargne, comme on a vu tout à l'heure, chacun va pouvoir se dégager une marge de liberté budgétaire. Sur cette marge de liberté budgétaire, on va dire qu'elle est censée représenter à peu près 20% de vos revenus. 10% doivent être affectés à vos loisirs et 10% à votre épargne. Ça veut dire que chacun dans le couple peut mettre de l'épargne de côté et avoir au moins 2 livrets. Un livret pour l'épargne de précaution. Petit rappel, l'épargne de précaution, c'est mon frigo il tombe en panne, c'était pas prévu, je prends sur l'épargne de précaution. L'épargne de précaution doit représenter entre 3 et 6 mois de salaire. C'est pour les aléas de la vie. Des choses, une panne de voiture, quelque chose qui n'est pas prévu. Ça, c'est un premier compte. Vous pouvez avoir un livret A, un livret d'épargne populaire, un livret qui reste disponible. Et ensuite, un deuxième compte, le livret d'épargne projet. Et chacun peut en avoir un, puisqu'il n'y en a pas en commun. L'épargne projet, c'est quoi? C'est de l'épargne que vous allez mettre pour réaliser vos projets. Projet à court terme, moyen terme, long terme. Projet à court terme, c'est quoi? Eh ben, c'est les vacances de cet été. On est au mois de mars, ce serait temps de pouvoir alimenter ce projet-là parce que ça va vite arriver. À moyen terme, ça va être quoi? Eh ben, le permis de votre fils qui a 15 ans et qu'il va falloir commencer à épargner pour pouvoir lui payer son permis quand il sera en âge. Et l'épargne à long terme, eh bien, si on voit à long terme, on va dire pour la retraite. Et à un peu moins long terme, ça peut être aussi pour un investissement. Hein, le coach budgétaire aujourd'hui,
il est là pour plusieurs raisons. D'une part, vous aider justement à gérer vos comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites appel à un coach et il va vous dire, ben voilà, moi sur le compte joint, on a mis ça, 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 mais c'est le bordel. Donc déjà, il va vous aider à optimiser un peu ce fonctionnement. Ensuite, à optimiser vos charges pour vous dégager de l'épargne. Et ensuite, alimenter vos projets pour pouvoir justement après utiliser cette épargne que vous avez économisée. Donc, voilà comment on peut fonctionner pour l'épargne. Après, il y a des couples où chacun a son livret. Et il y a le livret, par exemple, de madame sert d'épargne de précaution et le livret de monsieur va servir d'épargne de projet, tout simplement. Donc, voilà pour l'épargne. Ensuite, on a Christelle, quand on est en désaccord. Donc, Christelle, c'est vous qui avez posé cette question. Vous n'êtes pas la seule. J'en ai eu plusieurs aussi dans le questionnaire. Quand vous parlez de désaccord, comme vous êtes là, ça veut dire que, par exemple, il y en a un qui ne veut pas de compte joint ou qui veut tout sur le compte joint ou vous n'êtes pas d'accord sur les charges. Alors, dans mon cas, en fait, c'est moi qui avais initié l'idée du conjoint pour pouvoir prendre les avantages du conjoint. Oui. Mon conjoint, c'est un deuxième mariage. Mon conjoint n'était pas d'accord, mais il ne me l'a pas dit. Oui. Donc, je pense qu'il s'est senti forcé, obligé, sans me le dire. Aujourd'hui, ça s'est un peu renversé. C'est-à-dire que lui, il est favorable, mais moi, du coup, ça m'a un peu refroidi parce que j'ai l'impression qu'on prend les inconvénients sans prendre les avantages, du coup, parce que ça veut dire quelque chose, un conjoint, ça veut dire on fait des efforts ensemble pour s'en sortir ensemble, surtout quand on a des dettes, et donc de faire les efforts. Sauf que dans mon cas, en fait, ce qui va me faire renverser la vapeur, c'est que moi, je fais des efforts, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez la perte de confiance? Eh oui. Est-ce que vous avez établi ensemble qu'est-ce qu'on met dans le compte joint et qu'est-ce qu'on ne met pas dans le compte joint? Est-ce que vous vous étiez posé pour pouvoir justement écrire, voilà, ça c'est le loyer de la maison, on le met ensemble. Ça c'est Internet, on le met ensemble. Les dettes, si c'est un crédit que vous avez fait ensemble, eh bien ça doit rentrer dans le compte joint. Est-ce que ça, vous vous êtes posé pour écrire tout ce qui doit rentrer ou pas dans les charges communes? En fait, on ne s'est posé aucune question. On a dit on met tout en pot en commun. On n'a fait aucune répartition. On n'a pas communiqué. De toute façon, voilà. De toute façon, pour qu'il accepte d'ouvrir un compte, mais sans être d'accord, de toute façon, c'est qu'il n'y avait pas de communication. Oui. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis pour un bon fonctionnement, les deux doivent s'impliquer ou faire confiance à l'autre. Prenez le temps d'échanger sur le sujet et y voir les intérêts. Mais il n'est jamais trop tard, Christelle. De toute façon, on est un peu contraint parce qu'aujourd'hui, quand on a fait ça, on n'avait pas de dette. Aujourd'hui, on a des dettes considérables parce que, en fait, c'est parti en dérapage. C'est parti en dérapage parce que il y en a. En fait, il s'est dit, du coup, on a les avantages, et parce que je lui avais décrit quand même les avantages. Oui. Il s'est dit, on va avoir les avantages, donc du coup, on peut y aller en roue libre, tranquille. Alors, ça a généré des dettes qu'on n'a pas vues. Vous n'avez pas suivi, voilà, vous n'avez pas fait le budget, en fait, et provisionné comme il le fallait, en fait. Le truc aussi, c'est que j'avais le cas dans mon premier mariage. Moi, je suis les comptes, je regarde, en fait, ça me permet d'anticiper les problèmes et de m'arranger avec des fois des partenaires. Sauf que c'est moi qui gère les comptes et l'autre personne s'en fout. Elle vit sa vie en mode roue libre. Je continue, je fais ce que je veux, je suis libre. C'était comme ça dans mon premier mariage aussi. Je suis en mode roue libre. Et par contre, du coup, moi, j'ai l'impression de subir les inconvénients et pas les avantages, en fait. Parce que moi, par contre, je ne suis pas en roue libre, je me prends les contraintes, moi. Et oui, c'est pour ça qu'il est important que chacun garde aussi son compte personnel
pour, on va dire, ses dépenses personnelles. Hein, que ça n'impacte pas les dépenses du couple et que ça n'impacte pas un loyer qui serait impayé, une facture d'eau qui serait impayée. Voilà, il y en a, pour être sûr, ils mettent un virement automatique tous les mois. Dès que la paye, elle tombe, boum, 1 200 € sur le compte joint et ensuite, chacun gère son compte. Peut-être que vous devrez passer par là. Et les dettes… Il y a un déséquilibre parce qu'il gagne 2008, je gagne 1005. Donc, il considère que parce qu'il gagne plus, il a le droit à plus. Et moi, j'ai qu'à travailler pour… voilà, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, est-ce que là, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Il y avait 1007 et 2005. Vous avez vu comment on a réparti. Il faut effectivement que ce soit proportionnel aux revenus de chacun. Parce que si vous, sur vos 1005, vous mettez l'exemple là, 1 200 € sur le compte joint, effectivement, derrière, il ne vous reste rien. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'équité et non pas d'égalité dans ce cas-là. C'est là la différence. Hein, il faut bien parler d'équité. Après, est-ce qu'il serait prêt, c'est ça qu'il faut voir, à se poser et à faire le point, le bilan et déterminer le montant qu'il faut mettre, etc. Je pense que le truc, c'est qu'il va sentir les contraintes. Et oui, mais il faut lui montrer le bénéfice après. C'est-à-dire que, il n'y a plus de malaise entre vous, vous retrouvez de la sérénité, il va comprendre pourquoi, effectivement, par rapport à son salaire, on ne lui enlève pas son salaire, puisque lui, à la fin du mois, sur son compte, on a vu que même proportionnellement, les 10%, il pourra mettre plus d'épargne que vous. Mais voilà, sur les dépenses contraintes, mais il faut avoir un échange. Et concernant les dettes, je vois qu'il y avait Anélie également qui a posé la question. Concernant les dettes, il faut étudier les possibilités d'optimisation des dettes. Quand vous avez des crédits à la consommation ou des choses comme ça, aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence, à essayer de regrouper pour optimiser l'endettement et gagner en pouvoir d'achat. Donc ça, voilà, on ne va pas en parler là, ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, à la fin, je vous partagerai mon agenda et n'hésitez pas à prendre rendez-vous 1 demi-heure par téléphone, Christelle ou les autres, on va en reparler après, mais n'hésitez pas à sélectionner un rendez-vous avec moi et je vous expliquerai comment on peut faire. Voilà, c'est sans engagement ni rien du tout, mais quelles sont les possibilités pour pouvoir déjà gagner sur ça. Alors, Audrey, appliquer la méthode boule de neige. Alors, Audrey, je vous laisse m'expliquer parce que je n'ai pas compris. Oui, ça concerne justement l'endettement ou les prêts qu'on a à côté. En fait, la méthode boule de neige, c'est on prend les prêts qu'on a effectivement en cours, on regarde lequel on peut rembourser soit au plus vite, soit celui qui est le plus où le taux est le plus élevé. Et en fait, en faisant ça, dès qu'on en a remboursé un, on peut rembourser les autres beaucoup plus vite, etc., etc. Donc, la boule de neige grossit. Et au final, le gros prêt, on va dire maison ou n'importe, peut être peut être remboursé beaucoup plus rapidement et facilement parce que on a accumulé du coup toutes les sommes des anciens prêts. Et du coup, on a une capacité de remboursement beaucoup plus haute. Voilà. Alors, effectivement, c'est une très bonne méthode, Audrey. Sauf que dans certains cas, il y a des personnes qui ne peuvent pas rembourser le plus petit crédit. Parce que même s'il reste que 1 000 ou 1 500 €, par exemple, à rembourser, si on arrive déjà à dégager 100 € d'épargne par mois, ça veut dire qu'il faut attendre 15 mois avant de pouvoir le rembourser et ainsi de suite. Et c'est pour ça que des fois, lorsqu'on fait un regroupement de crédits, c'est-à-dire qu'on va reprendre les différents crédits que vous avez. Alors, je ne parle pas du crédit immobilier, puisque là, c'est un gros crédit, c'est autre chose. Je parle vraiment crédit consommation, voiture, voilà. Vous les regroupez en un seul et ça permet de diminuer l'échéance. Et de ce fait, de diminuer votre taux d'endettement et de pouvoir dégager de la liberté budgétaire derrière.
Ça s'étudie, ça se fait pas comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir rembourser le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Ça, c'est encore mieux. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Alors, je crois qu'au niveau des questions, j'avais essayé de regrouper les différentes questions. J'ai fait un petit peu le tour, mais on va continuer sur la partie gestion du budget en couple. Alors, les étapes. Les étapes pour bien y arriver, c'est d'abord de mensualiser ses charges. Des fois, on a l'eau qu'on paye une fois à la fin de l'année. Non, le fait de mensualiser vous permettra d'avoir toujours le même virement, le même montant de virement sur le compte joint. Pareil pour la taxe foncière. Essayez de mensualiser au maximum toutes vos charges. Ensuite, on le voyait avec Christelle tout à l'heure, déterminer ensemble les charges communes, celles qui appartiennent vraiment au fonctionnement du couple au quotidien. Ensuite, définir le montant des contributions communes en fonction des revenus. Et oui, s'il y en a un qui gagne 1 700 et l'autre 2005, pour de l'équité, il va falloir qu'on essaye de faire en sorte qu'il y en a un qui mette un petit peu plus que l'autre. Ensuite, optimiser les charges, on vient d'en parler, par exemple là, avec un regroupement de crédit. Quand vous avez un crédit à 150 plus 1, 120 plus 1, et que vous regroupez, que vous avez une mensualité où vous gagnez 150 € par mois, c'est 150 € que vous allez pouvoir libérer pour vos loisirs ou votre épargne. Donc, une fois que vous avez fait ça, justement, vous calculez votre marge de liberté budgétaire qui correspond à ce qu'il vous reste une fois toutes vos charges contraintes déduites, qu'elles soient variables ou fixes. Et ensuite, vous dégagez l'épargne et vous créez vos projets communs. Comme pour le conjoint, les projets communs, ça peut être l'achat, je ne sais pas, d'une voiture, mais qu'en fonction des revenus de chacun, il y en a un qui va y participer moins vite que l'autre. Mais chacun va y participer. Alors, une bonne gestion, c'est quoi? On en parlait tout à l'heure. Je vous invite à essayer de faire votre calcul après, quand vous aurez le temps, sur votre gestion budgétaire. Est-ce que je gère bien mon budget ou pas? Si je fais le calcul de toutes mes charges, contraintes, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, l'eau, l'électricité, le crédit, le carburant, l'alimentaire, etc. Est-ce que ça représente 80% de mon budget ou plus? Si ça représente plus, ça veut dire qu'il y a peut-être des postes qu'on va pouvoir travailler et optimiser. Est-ce que je prends que 10% pour mes loisirs? Et est-ce que j'arrive à mettre 10% d'épargne? Aujourd'hui, le but, il est là. Et l'engagement d'un coach, moi, je suis coach budgétaire. Mon engagement quand je travaille avec un client, quand je l'accompagne, quand je le forme, parce que c'est comme une formation. À mon grand regret, on n'a pas de formation financière à l'école. Mais quand j'accompagne mon client, l'objectif, c'est qu'il puisse mettre 10% d'épargne tous les mois. On commence par quoi? Résorber le découvert s'il y en a un. Ensuite, on optimise les différentes charges. Au fur et à mesure, on commence à dégager de l'épargne. Et ensuite, on met carrément en place des virements automatiques vers les livrets pour, on disait, l'épargne de précaution et l'épargne projet. Alors, vous êtes nombreux à parler aussi d'investissement. Beaucoup de personnes aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit à la télé, les crypto-monnaies, les ETF, etc., de l'investissement, de la rentabilité rapide, c'est pas sans risque, c'est faisable. On peut vous accompagner pour dégager l'épargne nécessaire, mais d'abord, on vous accompagnera sur une épargne de précaution et une épargne projet. J'ai fini ma présentation, mais il nous reste du temps. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on approfondisse? Comme on a du temps, allez-y. Valentin, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que sur cette masterclass ou des choses que je n'ai pas abordées? Non, le remboursement de crédit de façon anticipée,
Ça a été assez clair, ouais. Dans le cadre de multiples crédits, ouais. Ça, c'est très important, hein, le regroupement de crédits. Ça permet de repartir souvent sur de bonnes bases, à condition derrière de bien gérer son budget. Parce que le but, c'est pas de faire un regroupement de crédits, puis d'aller refaire un autre crédit derrière et de refaire un regroupement. Déjà, au bout d'un moment, les banques n'acceptent plus. Mais lorsque vous faites ça, et que vous êtes bien accompagné ou que vous arrivez bien à gérer votre budget, derrière, eh bien, voilà, c'est la solution à beaucoup de choses. Audrey, est-ce que ça a répondu à ce que vous attendiez, cette masterclass, ou est-ce que vous attendiez autre chose? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas spécialement de questions. C'était juste pour voir si je mettais tout bien en place. Et du coup, pas de surprise. Donc c'est bon pour moi. Et vous mettez tout bien en place alors? Bah oui, ça gère assez bien. Bon, alors c'est top. Laetitia, est-ce que ça répond à vos attentes? Alors Laetitia, je ne sais pas si vous nous répondez, mais votre micro est coupé, donc on ne vous entend pas. Non. Alors Lorraine, je sais que son micro ne fonctionne pas, et Lorraine, elle nous met pas de questions, donc ça c'est bon. Christelle, est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que ça va vous aider? Je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin pour moi. Mais bon, ça me parle beaucoup de confiance. Et c'est clair qu'il y a un gros travail à la fois de communication et à la fois de répartition des efforts. Ça se prépare, ça se calcule, ça se discute aussi, parce qu'il faut échanger. N'hésitez pas à me caler un rendez-vous, Christelle. Comme ça, on regardera plus en détail. Je trouve que ça peut être intéressant, justement, dans un cadre comme ça, d'avoir un coach, une espèce de tiers médiateur, on va dire, qui va expliquer les intérêts et les avantages et voilà, à chacun. Alors, souvent, lorsque on a des personnes en coaching et que ce sont des personnes en couple, on essaye de faire en sorte que le coaching se fasse avec les deux conjoints. Des fois, ce n'est pas possible, mais quand les deux conjoints peuvent participer au coaching, c'est des coachings individuels, vous avez toujours le même coach, c'est personnel. Souvent, on a le couple, on demande à avoir le couple, parce que c'est bien aussi que chacun donne son avis. Vous avez votre avis, peut-être que monsieur n'a pas le même, et comme vous dites, avoir un médiateur ou quelqu'un qui a l'expérience du déjà vu, etc., ça peut aider à prendre la bonne décision. Donc, voilà. Je vous dis, n'hésitez pas, prenez un petit rendez-vous, on échangera sur le sujet et je pourrai vous expliquer comment ça se passe. Voilà, si vous voulez plus de détails. Ça marche, merci. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, à la suite de cette masterclass, je vous enverrai donc soit en fin de journée, soit demain, la vidéo que nous avons fait. Donc, comme ça, vous aurez de nouveau les slides que je vous ai présentés, si vous voulez reprendre comme exemple les charges, etc., les exemples qu'on a vus ensemble. Et le lien de mon agenda, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, c'est entièrement gratuit, c'est sans engagement. Voilà, vous me fixez un petit rendez-vous. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous disponible, vous m'envoyez un mail, parce que là, j'ai bloqué des plages, mais des fois, je peux en libérer. Et puis, on trouve ensemble un moment pour pouvoir échanger par téléphone. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Juste, le lien, on le recevra comment? Par mail? On l'envoie par mail avec la vidéo. Ça marche. Okay. Je vous mets la vidéo et je vous mets le lien de mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous si vous voulez. Ok. Merci. Donc, Lorraine, c'est bon. Valentin, merci à vous aussi. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous tous. J'espère que ça va vous aider. Et comme je le disais à Christelle, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle de vous à titre plus personnel, vous me calez un rendez-vous.
Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée et une bonne continuation. Merci à vous tous. Au revoir.